Bonjour à tous et merci de votre fidélité à ce rendez-vous. Prendre soin de votre nouveau-né est un exercice complexe pour les nouveaux parents, que vous soyez seuls ou que vous bénéficiez de soutien. Eh bien, nous essayerons de vous aider à mieux connaître votre bébé et à mieux répondre à ses besoins. Après vos préoccupations sur l'allaitement, le bien de votre bébé, nous nous intéressons aujourd'hui aux pleurs, au sommeil et à l'alimentation de nos enfants. Qu'est-ce que votre bébé essaye de dire à travers ses cris? Comment arriver à le calmer? Pourquoi le sommeil de nos enfants est-il si fragile? Que faire pour que les nuits soient paisibles? Quand commencer la diversification? Et de quel aliment a besoin bébé pour grandir? Nous en parlons avec des experts. Et je reçois ce matin, une fois de plus, notre pédiatre moderne, blogueur et vlogueur, initiateur et animateur de la page Facebook Pédiatrie Astuces. Vous l'avez deviné certainement, docteur Aïcheou Romuald Boton. Bonjour docteur. Bonjour Alilatou. Vous êtes pédiatre des armées, lieutenant-colonel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Vous êtes ce matin avec Madame Annette Amaoumi Boton, c'est ça? Amaoumi Boni, pardon, désolée, nutritionniste diététiste. Vous avez double casquette, vous êtes également sage-femme, une combinaison parfaite pour nous parler de bébé également. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Madame la journaliste. Les pleurs de bébé sont une source de préoccupation récurrente chez les parents et c'est le sujet avec lequel nous démarrons. Pourquoi bébé pleure autant, docteur? Pourquoi bébé pleure? En pédiatrie, on dit généralement il y a 8 raisons pour lesquelles les bébés pleurent. La première raison que tout le monde connaît, c'est la faim. Dès que le bébé a faim, il pleure. Mais pour la faim, en fait, ça traverse des étapes. Une première étape, l'enfant, en fait, commence par cligner les yeux. Il te dit j'ai faim. Tu ne l'écoutes pas. Après, il commence par serrer du poing. C'est pour te dire j'ai toujours faim. Tu ne l'écoutes pas. Et quand ça arrive, en fait, au pleur, ça veut dire que c'est le stade extrême. Et la deuxième raison pour laquelle les enfants pleurent, c'est les séparations. C'est-à-dire, dès qu'un parent laisse un enfant, il se met à pleurer. La troisième raison, c'est les coliques. Les enfants pleurent parce qu'ils ont mal au ventre, comme on dit, on dit souvent, on entend des maux de ventre, voilà. Et puis, la quatrième raison, c'est lorsque les couches sont sales. Lorsque les couches sont sales et que vous n'allez pas rapidement aller changer les couches, tout de suite, l'enfant va commencer par pleurer pour pouvoir vous dire, je suis sale, il faut venir me changer. Donc, et puis, il y a la raison de, comment on appelle ça, la poussée dentaire. C'est très douloureux. Donc, quand les enfants commencent la poussée dentaire, ils pleurent. Et puis, quoi encore? Lorsqu'ils sont malades, ils pleurent. Ça, c'est la plus grande raison. C'est que dès qu'ils sont un peu souffrants, ils pleurent. Mais il ne faut pas oublier que quand il fait un peu trop chaud, l'enfant pleure également. Quand il fait aussi un peu trop froid, l'enfant pleure. Donc, en fait, l'enfant essaie de trouver la juste température à laquelle il est le plus à l'aise. Vous allez voir, quand vous êtes dans une maison où il fait chaud, tout de suite, la première chose, c'est que l'enfant commence par pleurer. C'est une façon de vous dire, j'ai chaud. Mais il ne peut pas vous dire, puisque l'enfant ne parle pas. Donc, il ne parle qu'à travers les pleurs. Voilà. Donc les pleurs sont le langage de communication de l'enfant. Exactement. Madame Boni, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter des pleurs de bébé? Parce qu'on sait que c'est un sujet qui affole un peu les parents. Bon, lorsque l'enfant pleure sans cesse, parce que pleurer, ça fait du bien pour l'organisme aussi, mais ça devient sans cesse, il faut s'inquiéter. Sans cesse, c'est à partir de combien de temps la durée des pleurs? Oui, il n'y a pas de durée fixe. Il n'y a pas de durée fixe, c'est en fonction de chaque enfant. Okay. Et puis quand on dit sans cesse, en fait, ça veut dire qu'en fait, l'enfant pleure, mais il ne s'arrête pas de pleurer. Vous allez voir, par exemple, lors d'une séparation, ou bien quand l'enfant a besoin de dormir, vous allez voir, il va faire des petits... L'enfant a besoin de dormir, il pleure un peu, et puis vous voyez qu'il somnole, il se réveille, il pleure encore un peu, c'est pour vous dire, j'ai besoin de dormir. Ouais, en fait, l'enfant parle dans son langage à lui. Donc, il ne faut pas seulement regarder le pleur, mais il faut regarder ce qui tourne autour du pleur. Voilà. Si, par exemple, l'enfant se met à pleurer, qu'il met les doigts dans la bouche, c'est pour vous dire, je suis en train de faire ma poussée dentaire, ou bien il se met à pleurer, il bave beaucoup. Je suis en train de faire ma poussée dentaire, j'ai mal. Ouais. Donc, tout ça, c'est tout un langage de communication entre le parent
et l'enfant. Mais quand on dit sans cesse, c'est que l'enfant est là, il n'arrête pas de pleurer. Quel que soit ce que vous faites, c'est non-stop. Vous lui donnez à téter, il refuse, vous le câlinez, il refuse. Quel que soit ce que vous faites, il est là, c'est pas bon. Vous avez parlé de douleur comme raison pour comprendre les pleurs des enfants. Madame Boni, comment reconnaître les pleurs qui expriment la douleur ou une souffrance? Le pédiatre vient de le dire. Et l'enfant qui pleure sans cesse, tu viens, on en dit, soit c'est sa couche qui est sale, tu viens, tu vérifies. Tu vois qu'il n'a pas salé sa couche. Tout va bien de ce côté. Si c'est le manger, il vient de manger. Tu vois qu'il n'a pas faim. Et pousser dentaire, ça c'est douloureux. Donc ça là, on peut classer dans les pleurs. Mais quand l'enfant n'est pas encore au stade de poussée dentaire, par exemple, comment savoir qu'il a des coliques, qu'il a un reflux gastro-œsophagien, par exemple, ou qu'il a toute autre douleur? Bon. Il faut vérifier que les autres étapes ne sont pas constituées. Voilà. D'accord. Docteur Boton, est-ce qu'il y a des raisons, une façon spécifique de savoir, par exemple, que telle pleur est liée à telle chose? Oui, il y a des signes qui accompagnent toujours. En fait, quand l'enfant pleure, c'est un message qu'il envoie. Et par exemple, quand c'est les coliques, vous allez voir, il pleure, vous allez entendre des bourdonnements dans le ventre. Donc, les pleurs ne sont pas anodins. En fait, les pleurs s'accompagnent toujours d'un message. L'enfant envoie toujours un message. Si, par exemple, c'est la colique, vous allez entendre le ventre qui fait du bruit, qui bouge tout seul. Et vous allez le voir, il commence par remuer les pieds, comme s'il pédalait, comme s'il voulait, chose là. Ou bien, il va commencer par pleurer au moment où il veut faire caca. Ou au moment où il veut faire pipi. C'est pour vous dire, ça bourdonne dedans. Donc, je suis en train de me concentrer pour que ça puisse sortir. Et puis, hop, il pleure. Et dès qu'il finit de faire son caca, son pipi, hop, il se calme. Okay. Voilà. Donc, il y a toujours un signe qui accompagne. Les pleurs ne sont pas du tout isolés. Quand les pleurs sont isolés, il faut beaucoup plus penser à la faim. Et si vous savez que l'enfant vient de manger et que les pleurs sont isolés, alors il faut penser à la fièvre, où il est malade. Donc, il faut tout de suite lui prendre la température pour voir est-ce que la température n'est pas en train de monter ou bien est-ce que l'environnement dans lequel il n'est pas content. Voilà. Vous avez parlé de colique, je parlais de reflux gastro-œsophagien. On entend également les médecins dire que l'enfant peut faire un RGO. Et en quoi cela consiste? Qu'est-ce qu'on explique à travers le RGO? D'accord, on va faire la part des choses. Les coliques, c'est le truc le plus simple et le plus banal du monde. D'accord. Madame Balilatou, vous êtes d'où? Je suis du Nord Bénin. Vous êtes du Nord Bénin. Et de quelle région? Parakou. Voilà, donc chez vous là, c'est Chokoro, on mange non? Voilà. Moi, par exemple, je suis un bon porte-novien. Donc ça veut dire que chez moi, on mange cana avec escargot. Akassa avec escargot. Donc ce qui se passe, c'est quoi? Un enfant dans le ventre de sa mère ne boit que le liquide amniotique pour pouvoir se nourrir. C'est de ça qu'il se nourrit. Donc il boit le liquide amniotique et c'est ça qu'il digère. Il sort du ventre de sa mère, vous lui donnez du lait. Donc c'est comme si on me prend moi de Porto-Novo et on m'a fait à Parakou. Vous imaginez? Vous allez apprendre à manger. Voilà. Mais les premières semaines pendant lesquelles je mange l'igname pilé, mon ventre n'est pas forcément d'accord. Il dit, mon cher ami, depuis que nous sommes nés là, ça fait 9 mois, on était là tranquillement, on mangeait akassa avec escargot. Tout d'un coup, tu me fais bondir dans l'igname pilé. Comment est-ce qu'on va se comporter? Donc tout de suite, le tube digestif en fait met un mécanisme en place pour s'adapter en fait à la nouvelle alimentation de l'enfant. C'est ça qui crée les coliques. Et pour pouvoir les éviter, en fait, il faut juste faire 3 petits gestes. C'est les gestes les plus simples. Première chose, il faut bien positionner l'enfant pendant la tétée. Parce que lorsque vous ne positionnez pas bien l'enfant, en fait, l'enfant en fait va rater le bout du sein. Les mamans, souvent, elles ont peur de positionner. Elles ont peur de coller l'enfant, de peur à ce que l'enfant ne ferme le nez. Alors que si vous le positionnez mal, l'enfant, en fait, ne va pas prendre le mamelon correctement, il ne va pas avaler, non, il va juste prendre le bout du mamelon. Et quand il prend le bout du mamelon, c'est... Donc, ça veut dire, en fait, il va prendre l'air et en même temps le lait. Parce que l'enfant n'a pas encore la capacité de pouvoir séparer l'air, comme les adultes, et le lait. Donc, il avale le tout. Donc, vous allez voir un enfant qui est ballonné, mais qui n'est pas rassasié. Ça fait d'abord un. Deuxième chose, quand on est ballonné, en fait, on a du mal à digérer et l'air et le lait.
Donc, ça fait exagération des coliques. Le deuxième geste, c'est que dès qu'on finit de faire téter son enfant, même si on l'a bien positionné, il y a quand même un peu d'air qui passe. Il faut lui faire le row. Donc, il y a des techniques pour faire le row, des petits massages pour pouvoir faire le row, ou bien des petits, ce qu'on appelle le soleil, la lune, ou bien voilà, le massage des 4 vents pour que l'enfant puisse rôter ou tapoter le dos de l'enfant jusqu'à ce que l'enfant fasse son row. Et la dernière chose, il faut savoir, comme je l'ai dit la dernière fois à l'émission, oui, ce que une maman mange, c'est ce que son enfant mange. Donc, si vous voulez que votre enfant, sa digestion soit bien, il faut que la maman elle-même mange des fruits. Si elle mange des fruits, ça veut dire que l'enfant aura une bonne digestion. Maintenant, en ce qui concerne en fait le reflux est dû à deux choses qui sont physiologiques en fait. Au début, à la naissance, en fait, le sphincter, vous avez juste au-dessus de l'estomac, c'est le sphincter qui nous permet en fait de ne pas ressortir les aliments, même chez les adultes. Quand tu finis de manger, tout de suite, le sphincter se referme pour éviter que les aliments ne remontent. Chez l'enfant, le sphincter n'est pas encore bien mûr. Donc, de temps en temps, tout ce qu'il y a dans l'estomac a tendance à vouloir remonter. C'est ça qui fait le reflux. Donc, et la deuxième chose, c'est si vous positionnez mal, comme j'ai dit tout à l'heure, l'enfant va prendre beaucoup d'air. Mais vous savez, Dieu, il est très intelligent. L'air est beaucoup plus léger que le liquide. Oui. Donc, l'air va chercher un chemin pour pouvoir essayer de sortir. Et en voulant sortir, il ramasse tout ce qu'il trouve comme l'air sur sa route et puis il dit, allons-y dehors. D'accord, donc voilà. Ce sont ces deux phénomènes qui entraînent le reflux. Et donc, si vous voulez éviter le reflux, il faut, bien positionner l'enfant pour que l'enfant n'avale pas et l'air et le lait. Et la deuxième chose, il faut lui laisser le temps en fait, de pouvoir maturer son cardiaque, ce qu'on appelle le sphincter ésophageal inférieur, pour qu'il puisse en fait ne pas ressortir le lait. Et donc, il faut bien le positionner après la tétée ou lui faire son rôle de façon systématiquement après la tétée. Voilà. Bien positionner le bébé, c'est une technique que vous apprenez en tant que sage-femme aux mères dès que le bébé arrive. Est-ce qu'on peut rappeler un peu aux mères comment est-ce que ça se passe? La mise au sein, la position. Oui. Comme le pédiatre vient de le dire, tu gardes ton enfant. Je prends le téléphone et puis la tête de l'enfant. Je garde la tête dans la paume de ma main et je tourne l'enfant ventre contre ventre. Et puis je le tiens bien et je dégage le mamelon et je lui donne. Et l'enfant prend, ce n'est pas le bout, ce que le pédiatre vient de le dire, l'enfant prend tout. Donc tout est dans sa bouche. Et comme ça, quand il tire directement, le lait entre facilement. Est-ce que les mamans n'auront pas peur que bébé s'étouffe si on met tout dans sa bouche? Non, en fait, je vous explique, c'est très simple. En fait, c'est un truc très simple. Il faut apprendre aux mamans, moi j'ai une technique simple. Je leur dis de répéter après moi. 4 en bas, un seul en haut. Il faut 4 doigts en bas et un seul doigt en haut. En fait, elles ont la très bonne habitude, c'est-à-dire la très mauvaise habitude, je veux dire, de faire le ciseau. J'ai compris en fait pourquoi elles font le ciseau. Elles font le ciseau parce qu'elles ont l'impression qu'elles vont étouffer l'enfant avec leur sein. Donc du coup, elles ont toujours ce doigt-là qui est au-dessus pour essayer de dégager le mamelon, pour éviter que l'enfant s'étouffe. Mais c'est archi faux. En fait, le réflexe de survie, le réflexe de vouloir vivre, en fait, c'est un réflexe qui est inné en nous. Donc, la première chose à faire, dès qu'un enfant sait que vous avez fermé et sa bouche et son nez, il va arrêter de téter. Il va arrêter de téter parce que s'il sait que tout est fermé, le premier réflexe, c'est qu'il va sortir pour arrêter de téter. Parce qu'il sait que vous l'étouffez. C'est comme par exemple, quand un enfant est enrhumé, si vous lui donnez à téter, il va refuser. Parce qu'il ne lui reste que la bouche pour téter. Pour respirer plutôt. Il ne lui reste que la bouche pour respirer. Il dit, mais mon nez est bouché, tu ne me laves pas le nez. Donc, si tu me fermes encore ma bouche, je vais respirer par où? Donc, il refuse de téter, en fait. Pas parce qu'il n'a pas envie de manger, mais parce qu'il a envie de vivre. Donc, il ne faut pas que les mamans soient inquiètes. Il faudrait qu'elles sachent que le réflexe de suivi, il est en nous. Donc, du coup, c'est juste 4 en bas, un seul doigt au-dessus. Et puis, la tête de l'enfant doit être dans l'angle, là. Et il faut s'installer confortablement. J'ai dit dans une émission, il faut aller choisir le meilleur fauteuil, le fauteuil du papa. Vous vous installez dedans confortablement. Et puis, vous basculez l'enfant vers vous. Il ne faut pas que ce soit la maman. Souvent, les mamans,
la tétée dure en moyenne 45 minutes. Vous imaginez? Donc, si une maman doit rester dans cette position pendant 45 minutes, mais elle aura mal au dos. Donc, il faut dégager, s'installer confortablement comme une reine d'Abomey. Et puis, voilà, donner à téter pendant... Il faut qu'on soit à l'aise, quoi. Tu peux même être en train de te reposer pendant que ton enfant tète. Tu n'as même pas besoin de le regarder. Les mamans, elles ont la fâchée d'habitude d'être toujours en train de regarder. Il dit, madame, vous n'avez pas besoin de regarder votre enfant. Regardez ailleurs, reposez-vous. C'est un moment de repos, en fait, pour la maman. La mais c'est également un moment de communication entre bébé et voilà, et sa maman. Mais ce moment de communication, en fait, c'est un moment... Il faut que ce soit apaisé et dans un climat... Voilà. Il ne faut pas que la maman soit inconfortable, le bébé également inconfortable, et puis vous avez deux personnes inconfortables qui sont en train de, voilà, d'échanger cette communication-là. Prendre bébé quand il pleure est un geste systématique. Parfois, bébé prend goût, commence par pleurer dès qu'il n'est pas dans les bras ou dès qu'il n'est pas au dos. Comment éviter que ça arrive, Madame Boni? Bon, quand toi, maman, tu es sûre que ton enfant a mangé, il est rassasié, et tu le fais coucher, et l'enfant crie, l'enfant pleure, ça c'est des caprices. Faut pas trop céder à ces genres de caprices. Tu es sûr, tu as vérifié les couches, tout, et tu vois que l'enfant n'a rien. Et c'est juste, tu dois la garder. Bon, toi, tu dois vaquer à tes occupations. Donc ça veut dire que systématiquement, on ne répond pas à tous les pleurs de bébé. Est-ce que c'est ça? On répond. Mais si on voit qu'il n'y a rien de grave, il faut laisser. Même si bébé continue de pleurer? Continue de pleurer, on vient de dire. Si c'est sans cesse et que c'est inquiétant, tu t'approches de lui pour voir. Maintenant, si tu vérifies et que tu vois que vraiment, ça là, c'est une caprice, laisse-le. Est-ce que les bébés sont capricieux, docteur? Non, je ne dirais pas capricieux parce qu'en fait, le problème qui se pose, c'est que lorsque le bébé pleure, en fait, il faut toujours essayer de le consoler. Jusqu'à un certain âge, les enfants ne connaissent pas encore les caprices. C'est-à-dire, ils ne savent pas encore manipuler. Non. Comme les adultes. Comme les adultes. Mais c'est à partir d'un certain âge qu'ils s'apprennent en fait à manipuler. Ils sont très forts. Ils sont même plus forts que nous quand il faut manipuler. Mais jusqu'à un certain âge, jusqu'à 8 mois, je dirais, parce qu'à partir de 8 mois qu'on fait ce qu'on appelle le syndrome de séparation. En fait, à partir du 8e mois, l'enfant a peur de se séparer de ses parents. Donc, il peut pleurer pour tout ou rien. Donc, quand un enfant pleure, en fait, il faut essayer de le consoler. Parce que les enfants, jusqu'à 8 mois, ne savent pas encore faire la part des choses. Il y a toujours quelque chose. Soit il a sommeil, soit il a faim, soit il y a toujours un besoin. Donc, il faut chercher la raison pour laquelle voilà. En effet, Madame Boni vient de préciser qu'il faut chercher la raison. Mais lorsque on a l'impression que la raison, c'est que bébé veut rester dans ses bras. Oui, il faut le consoler. Il faut le garder tout le temps. Oui, il faut le consoler. Parce que vous allez voir, en fait, il faut... La maman ne fera plus rien. Non, c'est pas vrai. Alors, un enfant ne peut pas pleurer pendant 24 heures. Vous allez voir un enfant qui a besoin d'être consolé. Il y a ce qu'on appelle la règle des 3 C. Consoler, câliner, cajoler. Un enfant ne peut pas être cajolé pendant plus de 2 heures. C'est pas possible. Vous allez voir, si un enfant par exemple a besoin de dormir, vous le prenez et qu'au bout d'un certain temps, il se calme, vous allez voir, vous le laissez, il va vaquer à ses occupations. Il avait juste envie de se câlin là. Les moments câlins, vous allez voir, ça dure à peine 15-20 minutes. Lui-même, il va vouloir aller faire autre chose. Quand il sent, pas forcément le consoler, mais il veut savoir qu'il y a quelqu'un à côté de lui. Donc c'est le sentiment de sécurité beaucoup plus que le sentiment de « garde-moi maman dans mes bras ». Donc quand vous le calmez au bout de 15-20 minutes et que vous le gardez à côté de vous, que vous êtes là, vous allez voir, il ne va plus pleurer. Il y a des enfants, vous le prenez, il se calme, vous le déposez, il commence, vous le prenez, il se calme, vous le déposez. Mais là, vous allez passer... Vous allez voir que le moment fait à peine 5 minutes. Parce que, en fait, nous, les adultes, on est toujours impatients. Vous allez voir, ce sont des mamans elles font à peine 5 minutes parce qu'elle veut faire quelque chose. Elle est pressée, elle veut faire ce qu'elle veut aller faire. Donc, le temps devient plus long lorsqu'on a autre chose en tête. Donc, du coup, une maman, l'enfant a besoin de 15 à 30 minutes pour se calmer. Qu'est-ce qui lui coûte de dire, bon, je vais perdre peut-être ces 30 minutes et puis me reposer peut-être 2 heures après.
Madame Boni, avec Dr Boni, il faut passer sa journée à garder les enfants. Pas sa journée, pas du tout, pas sa journée. Le problème et puis, très tôt, il faut habituer aussi aux enfants à aller vers d'autres personnes. Souvent, c'est la mauvaise habitude qu'on ne donne pas aux enfants. C'est-à-dire, on est tellement, surtout les mamans qui ont eu un désir de maternité très poussé, elles ne veulent laisser les enfants à personne. Si bien que l'enfant n'est habitué à personne. Alors que quand l'enfant n'est pas habitué à quelqu'un, dès qu'il voit un nouveau visage, il va commencer par pleurer ou bien il va commencer par dire je ne connais pas ce visage. Donc, il faut très tôt, à partir de 2 mois déjà, quand l'enfant commence à commencer par s'habituer à la famille, le laisser à d'autres personnes pour qu'ils comprennent que en fait, je ne suis pas seul. Et vous allez voir, ça va progressivement diminuer. Et à 8 mois, il va faire ce qu'on appelle son syndrome de séparation. Et puis peut-être que 2 mois paraît tard également, parce qu'on constate aujourd'hui des enfants, dès que les parents rentrent à la maison, on les prend. Il y a des enfants systématiquement, quand vous rendez visite, vous les prenez, ils pleurent. Et puis vous sentez qu'il a besoin d'être avec des personnes qu'il connaît. Voilà. Vous savez pourquoi? Depuis quelques jours, non. Parce que c'est à l'odeur que l'enfant reconnaît au début. Il ne reconnaît pas forcément les visages, mais il connaît l'odeur des gens qui sont autour de lui. Il connaît l'odeur de sa maison. Et donc, quand vous le prenez et que vous avez une odeur qu'il ne connaît pas, il dit ça là, ça c'est un étranger. Donc il faut le garder quand même. Voilà, non, il faut en fait le garder et essayer de lui faire des gestes pour essayer de le calmer. Vous allez voir, au bout d'un certain temps, il ne faut pas brusquer. En fait, les enfants n'aiment pas qu'on les brutalise. Si vous voyez qu'en fait, on vous donne un enfant tout de suite et qu'il pleure, déposez-le là. Et puis progressivement, laissez-le s'habituer à vous. Vous allez voir, au bout de 15, 20, 30 minutes, l'enfant qui pleurait, il va commencer par lui-même vous taquiner, s'approcher de vous, ou bien vous regarder et vous lui faites des mimiques. Bon, parfois, des mamans viennent en consultation, l'enfant commence par pleurer, j'arrête, je le regarde, et puis il fait une mimique, je fais une mimique, il fait une mimique, je fais une mimique. Et au bout d'un certain temps, l'enfant se dit, il faut que... Finalement, ce monsieur, apparemment, il est gentil, donc je peux maintenant m'amuser avec lui. Donc c'est un peu ça. Il faut rentrer en fait dans le monde des enfants. Nous, les adultes, on n'arrive pas à faire ça. On est dans notre monde à nous, et donc, du coup, on n'arrive pas... Je vais porter la voix des téléspectateurs, parce que je sais, quand on a un enfant, au-delà de prendre soin des enfants, il y a des occupations, il y a peut-être le boulot. Ça paraît facile à dire. Est-ce que dans les faits, c'est possible? Est-ce que c'est concret? Normalement, une femme qui travaille, les 2 premiers mois après l'accouchement, congé de maternité, elle est à la maison, elle s'occupe de l'enfant. C'est pendant ces 2 mois-là qu'il faut qu'elle donne des habitudes à dire je peux partir et revenir. Et lorsqu'elle reprend, parce que moi aussi, je suis confronté à ça. C'est-à-dire, il y a certaines mamans qui veulent reprendre et elles ont peur de reprendre. Docteur, je veux reprendre mon boulot. Est-ce que l'enfant va commencer par... Et c'est pour ça que quand une maman travaille, dès qu'elle arrive le premier jour où elle a accouché, pendant la première semaine de consultation, il faut déjà commencer par faire ce consigne-là. Madame, vous allez reprendre le boulot dans 1 mois et demi ou bien dans 2 mois. Il faut que progressivement, vous commencez par passer la main. Donc, si par exemple, faut pas les enfants n'aiment pas les changements brutaux. Il ne faudrait pas qu'on passe tout d'un coup de je suis présent à je suis absent. Vous voyez? Donc, pendant la journée, vous pouvez, dès qu'il finit le premier mois, à partir du premier mois, 1 semaine, vous faites de petites absences. Vous vous éclipsez comme si de rien n'était. Histoire qu'il s'habitue à dire, mais elle n'est pas toujours là. Absence de 1 heure, après absence de 2 heures, après absence de 3 heures. Au bout d'1 semaine, vous arrivez à une absence de 8 heures. Vous vous rendez compte en fait que même sans vous, il peut s'en sortir. Et vous allez voir, quand vous allez reprendre votre boulot, quand vous allez partir, il ne va même pas se rendre compte que vous êtes parti. Mais quand vous allez revenir, il se rend compte que vous êtes de retour. Parce que dès que vous revenez, il sait que sa maman est de retour, donc il met en place tous les mécanismes pour en profiter avant que vous ne repartiez. Docteur Boni, je sais qu'en tant que sage-femme, après s'être rentrée à la maison, les mamans reviennent pour les vaccinations. Est-ce qu'elles reviennent avec des questions sur les pleurs des enfants? Oui. Surtout quand il s'agit de la vaccination. Oui. Et vous voyez, la vaccination, c'est une piqûre. Ça fait mal. L'enfant commence par pleurer. Et quand la maman revient, maman dit que c'est à cause de la vaccination. OK. On fait le lien avec la vaccination. Et que c'est pour cela que mon enfant commençait par pleurer sans cesse jusqu'à présent, jusqu'à ce qu'elle a eu la fièvre. Et c'est pour cela qu'il y a des mamans même, avant la vaccination, préparent déjà la fièvre là et donnent du paracétamol avant.
Non, Merci. on n'en a pas besoin. Et je vais rebondir là-dessus tout de suite. Oui. Parce qu'il y a une collègue, merci Dr Sani, et la Tamé qui a fait un très bon post sur les 5 astuces pour pas de paracétamol avant la vaccination. Il faut bien m'écouter les mamans. Là. Pas de paracétamol avant ou après la vaccination. Parce qu'en fait, c'est très simple. La vaccination, c'est comme en fait faire un entraînement de l'organisme. Comme nous les militaires. C'est un entraînement de l'organisme à pouvoir faire une guerre vraie. Donc, il faut que l'organisme fasse ce qu'on appelle le petit entraînement. Comme ça, lorsque le vrai combattant va venir, ils sont déjà habitués à faire l'entraînement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, on fait rentrer un corps étranger, un semblant d'étranger, et le mécanisme se met en place pour que l'organisme puisse s'attaquer à l'étranger. L'organisme enregistre ce mécanisme pour dire voilà comment je dois m'attaquer à tel type d'étranger. Comme ça, lorsque le vrai étranger va venir, l'organisme a déjà eu cet entraînement. Et donc, du coup, il met en place son mécanisme pour pouvoir, en fait, attaquer l'étranger. Mais qu'est-ce qui se passe? Si vous ne mettez pas en place l'entraînement, est-ce que l'organisme pourra faire le combat? Non. Non. Vous comprenez? Donc, en fait, si vous donnez, par exemple, la vaccination et vous mettez le paracétamol, donc ça veut dire, non, laisse l'entraînement que tu dois faire là, c'est pas la peine, nous, on a déjà fait le travail pour toi. Donc, ça veut dire, vous demandez à l'organisme, il faut que tu apprennes à te battre, en même temps, vous lui dites, non. Vous dites à un militaire, entraîne-toi. Non, on a déjà fait l'entraînement pour toi, va te reposer. Ne lui demandez pas le jour du combat d'aller faire la guerre. Il ne pourra pas. Donc, c'est la même chose. Donc, ça là, je suis très à cheval là-dessus. Pas de paracétamol avant la vaccination. Il y a des astuces simples. C'est le docteur Sani, une collègue, qui l'a écrit là tout à l'heure, juste même avant que je n'arrive ici. Oui. C'est très simple. La première chose, il faut détourner l'attention de l'enfant. Vous allez voir, il y a plusieurs vidéos. Moi, la dernière fois, j'ai fait ça. J'ai fait la piqûre à un bébé, mais sa vaccination, sans qu'il ne pleure. Je suis là, tac, je suis là, je pleure, je m'amuse avec toi, et puis tac, je fais ma piqûre, et puis je suis là, tu me regardes, je sors mon truc, et l'enfant me regarde, il sourit. Après, je rends compte, c'est comme si tu m'as fait mal, il dit, oh. Détourner l'attention, lui donner à téter avant la vaccination, lui donner à téter pendant la vaccination et lui donner à téter après la vaccination. Et il faut dégager en fait la zone de vaccination avant d'aller vers le vaccinateur. Parce que l'enfant, c'est quelqu'un, il suit tous les gestes. Si vous arrivez devant le vaccinateur avant de dégager la zone de vaccination, tout de suite, il comprend qu'on va lui faire quelque chose. Ouais, donc même le vaccinateur est en difficulté. Donc vous dégagez la zone de vaccination, vous lui donnez à téter, vous vous approchez, le vaccinateur s'amuse avec lui, vous allez voir, en 5 secondes, c'est déjà terminé, on passe à autre chose, vous continuez de lui donner à téter, vous vous asseyez, vous allez voir, l'enfant ne va pas pleurer. Après la vaccination, lorsque l'enfant fait une fièvre, est-ce que c'est recommandé? Oui, il faut attendre, pour les enfants de moins de 3 mois, il faut attendre que la température arrive à 38 degrés. Et pour les enfants de plus de 3 mois, il faut attendre que la température arrive à 38 degrés 5 avant de donner le paracétamol. Parce que l'organisme, en fait, doit pouvoir apprendre à se battre. Et en fait, le paracétamol vient dire, je t'aide parce que tu es arrivé à un niveau où il faut que je puisse t'aider. Mais si vous donnez du paracétamol trop tôt, vous allez faire la même chose. L'organisme, en fait, même si c'est un microbe qui n'est pas dangereux, à chaque fois qu'il va rencontrer le même microbe, il fera les mêmes exercices et l'enfant aura toujours les malades. Donc, vous allez baisser l'immunité, en fait, de l'enfant. Merci, Madame Boni, d'avoir permis d'ouvrir cette parenthèse-là. Ok, mais lorsque l'enfant pleure et que la maman signale ses pleurs, est-ce qu'il y a un système d'accompagnement des mamans pour comprendre et aider l'enfant à arrêter les pleurs? Oui, il faut écouter la maman. Parce que une maman qui a son enfant qui pleure, et maman est inquiétante. Donc, quand la maman vient vers vous et vous pose cette question et vous dit que mon enfant pleure, mais il faut l'écouter et il faut chercher aussi la cause de ses pleurs avec elle. Est-ce que systématiquement vous recommandez de mettre bébé au sein quand il ne commence pas à pleurer? Ça, c'est le grand problème. Parce qu'on veut calmer bébé, on se dit peut-être qu'avec quelque chose... En fait, le sein... Si c'est des pleurs qui sont reliés en fait à la fin, on peut lui mettre au sein. Mais en fait, les mamans en Afrique ont cette habitude de croire que tout pleur du bébé, ça veut dire qu'il a besoin du sein. En fait, il a peut-être juste besoin qu'on le prenne, même si c'est papa, qu'on le prenne et qu'on le mette dans les bras et qu'on le calme. Et simplement, ce simple geste de le calmer va... Parce que quand un bébé est inconfortable, il pleure.
Vous voyez? Donc, ce n'est pas forcément aller lui mettre le sein à chaque pleur si vous mettez le sein. Parce qu'en fait, quand vous mettez le réflexe de succion, ça fait sécréter une hormone en fait chez les enfants. C'est une hormone d'apaisement. C'est pour ça en fait les enfants sucent le doigt. Vous allez voir, quand ils sucent les doigts, il y a une hormone qu'on appelle l'endomorphine. Donc, quand on suce le doigt, le cerveau sécrète cette hormone-là qui nous calme. Donc, si à chaque fois vous mettez, vous allez en fait produire l'endomorphine chez l'enfant. À chaque fois qu'il pleure pour tout, vous lui mettez l'endomorphine. Donc, il va substituer le doigt en fait à votre sein. Il sait que à chaque fois qu'il pleure, on va lui mettre le sein dans la bouche, ça va lui permettre de sécréter son endomorphine et puis ça va le calmer. D'accord. Madame Boni, pour finir avec les pleurs des enfants, comment calmer un enfant qui pleure? Bon, il faut le cajoler. Oui, il faut lui parler. Et communiquer avec son enfant pour le faire calmer. C'est important de communiquer avec l'enfant. Docteur, comment calmer un bébé qui pleure? C'est ce qu'on appelle la règle des 3 C. Cajoler, consoler et câliner. D'accord. Voilà. Avec ces 3 C-là, vous êtes sûr que l'enfant ne va arrêter de pleurer. On va parler à présent de sommeil. C'est également un sujet très, très préoccupant et inquiétant pour les parents. Qu'en fera-t-il ces nuits, Madame Boni? Sommeil chez l'enfant. Oui. Qu'en fera-t-il ces nuits? Un bébé, surtout nous les mamans, nous avons l'habitude de dire que l'enfant dort dans la journée et que c'est dans la nuit. En effet. C'est dans la nuit quand toi, maman, tu as besoin de dormir. Sommeil, voilà. Que l'enfant, lui, il commence et il se réveille, il veut s'amuser, il veut prendre du lait, tout ça, oui. Moi, je dirais, bon, l'enfant dort dans la journée. Dans la nuit, si l'enfant n'a pas sommeil, voilà, si l'enfant n'a pas sommeil, il ne va pas dormir. Mais s'il a sommeil, il va dormir. Moi, je dis quelque chose aux mères. Je dis, bon, vous voyez que votre enfant dans la nuit ne dort pas et vous êtes fatigué. Dans la journée, quand vous voyez que vous avez fini les travaux et que l'enfant dort, vous aussi profitez et reposez-vous. Vous pouvez même dormir à côté du bébé. Et que dans la nuit, s'il veut que vous parlez, vous faites des amoureux, mais restez avec lui. Faites passer votre nuit ensemble. Docteur Boto, est-ce qu'il y a des moments clés où bébé ne dort pas particulièrement? En fait, il faut savoir qu'au début, pendant les 3 premiers mois, l'enfant ne sait pas faire la différence entre le jour et la nuit. Parce qu'il est resté pendant 9 mois dans un environnement où il n'y a ni jour ni nuit. D'accord. Vous imaginez? Donc, il ne sait pas faire en fait la différence. C'est pendant les 3 premiers mois, il commence pas à se rendre compte que, mais en fait, les gens là, c'est comme s'il y a un moment où ils sont tout le temps en train de bouger et il y a un autre moment où ils sont tout le temps être calmes. Donc, c'est en ce moment, lui commence pas à comprendre ça. Parce qu'il y a 2 phénomènes. En fait, qu'est-ce qui fait qu'on reste en éveil? Ce sont ce qu'on appelle les hormones qu'on appelle le cortisol. C'est ça qui protège parfois même les personnes qui sont allergiques. En fait, pendant nous, les adultes, en fait, pendant qu'on est en éveil, on produit beaucoup de cortisol. À partir de 18 heures, notre taux de corticoïdes commence pas à baisser. Et spontanément, on commence pas à dormir parce qu'en fait, on n'a plus de corticoïdes. Donc, du coup, le corps commence pas à se reposer. Mais il faut savoir que pendant ces 3 premiers mois-là, l'enfant a environ 12 heures de sommeil. C'est-à-dire, il dort la moitié de 24 heures. Et puis, les 12 heures de sommeil vont s'amenuiser progressivement jusqu'à ce qu'il puisse arriver aux 8 heures. Mais il ne sait pas faire la différence entre le jour et la nuit. Donc, lui, il dort à tout moment. Quand il a envie de dormir, il y va. En fait, lui calcule, il va à son rythme, en fait. Je sais que j'ai 12 heures de sommeil. Je répartis mes 12 heures de sommeil comme je veux. Mais le problème, la maman ne comprend pas que il a réparti comme lui veut. Donc, du coup, elle a du mal à pouvoir joindre les 2 bouts. Donc, il faut que la maman s'adapte au rythme. Exactement, pendant les 3 premiers mois. Il faudrait que, et ça, je fais un appel au papa. Il faut que pendant les 2 premiers mois, la maman ne fasse que 3 choses. Prendre soin du bébé, donner à téter et elle-même dormir. Et je demande aux mamans, pendant les 2 premiers mois, quand l'enfant dort, il faut dormir.
Parce que s'il se réveille là, tu ne vas pas dormir. Donc quand il dort, tu dors. Il se réveille, tu te réveilles. Et puis vous êtes là, vous faites ce rythme. Et petit à petit, à partir du troisième mois, il va commencer par se rendre compte en fait que mais il y a un moment de la journée où il fait jour, où tout le monde bouge, et un moment de la nuit où tout le monde dort. Donc, il va commencer par s'habituer. Et progressivement, son taux aussi d'hormones va commencer aussi par se réguler. Parce qu'au début, l'hormone, en fait, ne se régule pas. Les corticoïdes font des pics, redescendent, remontent chez le bébé. Donc, du coup, quand ça fait son pic, il en éveille, il fatigue tout le monde. Quand ça baisse, il dort, tout le monde. Vous allez voir un enfant qui est agité, et puis 30 minutes après, il dort. Vous dites, tout est calme. Tout le monde est heureux. Donc, c'est parce que son pic de corticoïdes n'est pas encore arrivé à se réguler. Et vous allez voir, au bout du troisième mois, il commence par réguler, il commence par augmenter les corticoïdes pendant la journée et diminuer les corticoïdes pendant la nuit. Et lui, il commence par se rendre compte que il faut que je reste en éveil pendant la journée et pendant la nuit. Oui. Et ici, il faut aussi l'aider. Pendant la journée, si vous voulez qu'il commence par vite produire des corticoïdes, il faut le maintenir en éveil. D'accord. Il faut en fait lui faire des activités pour qu'il puisse rester en éveil. Donc, il n'y a pas de conséquences sur sa santé si vous l'empêchez de dormir en journée? Pas l'empêcher, en fait. Il lui fait faire des activités qui le maintiennent en éveil. D'accord. Parce que l'enfant, quand plus il fait des activités, le cerveau va commencer par fabriquer beaucoup plus tôt les corticoïdes pour qu'il puisse commencer par être en éveil pendant la journée et pouvoir dormir pendant la nuit. Est-ce qu'il y a des positions qui favorisent le sommeil chez le bébé? Comment est-ce qu'on couche bébé? Qu'est-ce que vous recommandez? On a l'habitude de mettre le bébé sur le ventre et la tête de côté. Et des fois, on le met de côté et on essaie de mettre un paille, en tout cas, pour le maintenir, pour qu'il ne tombe pas. Quelle est la position recommandée, docteur? Est-ce qu'il y a des positions qui aident vraiment? Il y a une position qui est recommandée et très, 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 très importante. Oui. Il ne faut jamais mettre un bébé pendant les 3 premiers mois sur le ventre. Sinon, il y a ce qu'on appelle le syndrome de la mort subite du bébé. Ok. Il faut toujours les mettre sur le dos pendant les 3 premiers mois. Parce que si vous le mettez sur le ventre, en fait, il ne saura même pas à quel moment il va faire son syndrome de la mort subite. Et vous allez vous dire, mais il est dans la bonne position. Il dort. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la mort subite du nouveau-né. Et là, il faut l'éviter. Pendant les 3 premiers mois, c'est toujours sur le dos. De sorte que quand il fait son syndrome, il puisse en fait avoir la capacité de bouger dans un sens ou dans l'autre. Mais quand il est dans cette position, en fait, il n'a plus la capacité de bouger dans un sens ou dans l'autre parce qu'il n'a pas encore ce réflexe-là. Vous allez voir, à partir du 3e mois, je demande souvent au moment, laisser maintenant sur le ventre pendant qu'il est en éveil pour qu'il puisse commencer par apprendre à appuyer, pour pouvoir commencer par apprendre à bouger sur le côté. Mais c'est toujours sur le dos. Pour que l'enfant se couche sur le dos, vous pouvez incliner, faire tout ce que vous voulez, ou sur le côté, mais jamais sur le ventre. Après 3 mois, est-ce qu'on peut mettre l'enfant sur le ventre? Non, après 3 mois, je conseille même de mettre sur le côté. D'accord. Parce que le syndrome de la mort subite du nourrisson, c'est jusqu'à l'âge de 12 mois. Donc, du coup, ça ne s'arrête pas. Donc, parce que s'il fait un syndrome, en fait, comme il est couché dans la bonne position, il ne bougera même pas avant que ça n'arrive. Alors que s'il fait ce syndrome pendant qu'il est sur le dos ou sur le côté, il a la capacité de bouger pour attirer votre attention ou bien pour pouvoir en fait stimuler son réveil. On voit souvent les parents le soir, on n'a pas donné son bain à bébé, il dort, il ne veut pas se réveiller. Est-ce qu'on doit le réveiller? Alors, en fait, s'il n'a pas encore pris son bain, il vaut mieux en fait le réveiller. Le bain seul même va le réveiller. Et quand il va finir de prendre son bain, s'il a commencé par réguler son sommeil, vous allez voir spontanément, après le bain, il va dormir. Quand on prend un bon bain, sans faire de musculature, parce qu'en Afrique, c'est ça le problème. Le massage. Voilà. On fait de l'exercice à l'enfant après le bain. Donc, ne lui demandez pas de dormir après. C'est comme si, par exemple, tu finis de faire 10 km de course et puis tu viens dans ton lit. Tu ne peux pas dormir, tu as mal dans les muscles, tu as mal partout, tu es là, tu tournes, tu ne dormiras pas. Mais en fait, l'objectif en faisant ces massages, c'est pour aider l'enfant à dormir. Alors que ça stimule les muscles. Il faut faire ce qu'on appelle des massages doux, des massages tendres, des massages relaxants. Imaginez, est-ce que entre courir 5 km et que vous vous mettez, qu'on vous fasse un massage relaxant, vous voyez la différence? Alors que nous, maman, c'est on tire, on remue le pied, on remue la tête, on ramène le bras derrière, on ramène l'autre
on ramène les pieds pour toucher ceci. Donc, du coup, ça fait faire de l'exercice à l'enfant. Donc, du coup, il produit de l'acide urique et il ne va pas dormir. Madame Boni, on va parler de nutrition très rapidement. L'alimentation de nos petits représente parfois un véritable casse-tête. On ne sait pas toujours si on fait bien, si on lui donne ce qu'il faut, si ce n'est pas assez trop. Quels sont les besoins nutritionnels du bébé? Les besoins nutritionnels du bébé. Oui. Je dirais d'abord, qu'est-ce que la diversification alimentaire. Et la diversification alimentaire, c'est le passage progressif du lait vers un aliment plus solide qui se rapproche à l'aliment familial. Maintenant, de nos jours, en lieu et place de la diversification, on parle de l'alimentation complémentaire. D'accord. C'est l'alimentation complémentaire. L'alimentation complémentaire, c'est rien d'autre que de donner d'autres aliments en plus du lait maternel. Oui. Et vous dites maintenant quels sont les besoins nutritionnels. Les besoins nutritionnels. Pour une alimentation équilibrée du bébé, il nous faut du bébé. Si c'est le bébé, le nouveau-né, je prendrai le nouveau-né. D'accord. Le nouveau-né, dès la naissance, c'est rien que de lait maternel. Et nous parlons de l'allaitement maternel exclusif. Les 6 premiers mois. Les 6 premiers mois. Et c'est ce qui est recommandé par l'OMS. En effet. Voilà. Donc, après le lait maternel à 6 mois, après 6 mois, le lait maternel à lui seul ne couvre plus les besoins nutritionnels du bébé. Alors, c'est dans ce cas-là qu'il faut une alimentation complémentaire. Et l'alimentation complémentaire consiste à donner d'autres aliments tels que je viens de le dire. Et à 6 mois, et après le lait maternel, il faut une introduction de la bouillie. Introduction de la bouillie. Et la bouillie, tel que le pédiatre vient de le dire, l'enfant a l'habitude de prendre du lait. Et maintenant, voilà que nous voulons introduire autre aliment que le lait. Et donner la bouillie à partir de 6 mois. Moi, je dirais à 6 mois, le gâteau d'anniversaire de l'enfant doit être la bouillie. Pour lui dire que maintenant, là, tu commences à grandir. Et cette bouillie-là doit être légère. Légère, c'est-à-dire fluide. Et ça doit avoir la consistance telle que le lait, pour ne pas changer radicalement. Et on sait aujourd'hui que dans les pharmacies, on peut trouver déjà de la farine faite, mais pour les personnes qui n'ont pas de l'argent, qui n'ont pas les moyens pour se rendre en pharmacie, quel type de farine conseille-t-on à partir jusqu'à 6 mois? Voilà, à partir de 6 mois. À partir de 6 mois. À partir de 6 mois, bien sûr. À partir de 6 mois, on a dit d'introduire une bouillie et bouillie enrichie. Bouillie enrichie à partir de 6 mois uniquement par le poisson. Et qu'est-ce qu'il faut? Et nous, notre alimentation à base au Bénin, c'est les céréales. Donc, nous avons besoin des céréales. Et le maïs, par exemple, le mil, le sorgho. Maintenant, on va enrichir. On enrichit par les poissons, les frétins. Et à partir de 6 mois, j'ai dit poisson, parce qu'à 6 mois, l'organisme de l'enfant commence par digérer d'autres aliments. Donc, on introduit le poisson. Et de 6 mois à 8 mois, c'est la bouillie. Mais dès les 2 premières semaines, après 6 mois, là, la bouillie doit être un peu plus légère. Et après 6 mois et demi, ça doit être épaisse jusqu'à 8 mois. Et à partir de 8 mois, on peut ajouter, enrichir par soja. Parce qu'avant 8 mois, l'organisme, le tube digestif de l'enfant n'arrive pas à bien digérer le soja. Donc, nous avons dit, on a besoin des céréales. On a besoin des céréales qui procurent, c'est-à-dire c'est les glucides qui fournissent de l'énergie. On a besoin des protéines. On a besoin des minéraux. Les minéraux, c'est-à-dire qui donnent des vitamines. Donc, j'ai dit,
Notre farine sera constituée de mil, sorgho et maïs. Oui. Et quand nous allons prendre 3 mesures, Oui. 3 mesures de céréales pour une mesure de protéines. Et quand la maman, ce n'est pas nécessairement les 3 céréales que je viens de citer qu'il faut. Si vous n'avez pas les moyens et que c'est seulement le maïs que vous avez, prenez votre maïs, 3 mesures de maïs et ajoutez une mesure de protéines. Oui. Et protéines, nous avons dit, il y a soja. Ce n'est pas uniquement soja. Et on peut enrichir la bouillie aussi à la pâte d'arachide. Et on peut l'enrichir également aux poudres de moringa. Hein? On sait, vous parlez de pâte d'arachide, on sait qu'il y a des allergènes pour les enfants, parmi lesquels on parle d'arachide. Les enfants font des allergies aux arachides. Et si on met déjà à cet âge-là, comment est-ce qu'on est sûr que l'enfant ne va pas refuser la composition, la préparation? D'abord, là, il ne faut pas mélanger les choses. Oui, allez. Et pour le soja, je vais juste faire rectifier. Pour le soja, il faut d'abord torréfier. Parce que les protéines du soja sont tellement fortes qu'il faut les griller un tout petit peu pour pouvoir les casser un peu avant de pouvoir les moudre pour faire de la bouillie. Parce que si vous ne le torréfiez pas, l'enfant va faire la diarrhée. Et c'est beaucoup plus grave. Maintenant, en matière d'allergie, vous savez, j'ai l'habitude de vous dire, Dieu n'est pas un Yoruba. En matière d'allergie, vous allez voir, c'est rare que l'enfant sorte des allergies de ses parents. En fait, les parents nous transmettent... En matière d'allergie, il y a 3 facteurs. Soit c'est le virus qui entraîne l'allergie, soit c'est héréditaire, c'est-à-dire que c'est les parents qui étaient allergiques à quelque chose qui transmettent à l'enfant. Et en matière de nutrition, qu'est-ce qui se passe? Comme j'ai l'habitude de dire là, c'est ce que tu as mangé pendant ta grossesse et pendant les 6 premiers mois où tu as allaité là. C'est ça ton enfant va manger. Et c'est pour ça que j'ai dit aux mamans, celles qui sont championnes d'en manger shawarma, hamburger et pizza pendant leur grossesse et pendant qu'elles sont en train d'allaiter, elles mangent shawarma, elles mangent riz, couscous, machin, des trucs bizarres. Et puis maintenant elles arrivent à 6 mois, elles tendent la bouillie à l'enfant. L'enfant dit c'est hors de question. Notre contrat, depuis que je suis dans ton ventre là, c'est qu'on était au shawarma. Donc ton histoire de bouillie, je ne bois pas. Et là, elle va se pointer pour dire, ah docteur, mon enfant a refusé la bouillie. Oui, il a refusé la bouillie parce que tu as passé ton temps à chipoter de la nourriture. Et donc souvent, un enfant mange en fonction de la manière dont vous avez mangé et en fonction de la manière dont vous avez diversifié. Même pour les fruits, je dis souvent par exemple aux mamans, pendant que vous êtes en train de donner à téter à votre enfant, il faut manger les fruits. Mais il faut manger le même fruit pendant au moins 1 semaine à 10 jours. Pour que la mémoire de l'enfant, en fait, quand il est en train de téter, il sache que, cette semaine-là, on a mangé des mangues. La semaine qui suit, on a pris des pastèques. La semaine qui suit, c'est la semaine d'ananas. Si bien que, à 6 mois, lorsque vous allez lui faire son jus de fruits d'ananas, quand il goûte, ce fruit, je le connais. Mais vous n'allez pas passer les 6 mois d'allaitement à manger par exemple des mangues et puis tout d'un coup vous lui donnez une orange. Il va pas prendre le jus d'orange, il va dire ça c'est hors de question, je ne connais pas ce fruit. Oui, peut-être que c'est également une façon de lui dire voilà, l'orange fera partie désormais des fruits. Mais vous ne preniez pas quelque chose et puis vous lui dites désormais ça fera partie. Vous brusquez l'enfant. Donc ne soyez pas étonnés qu'ils vous disent je ne veux pas manger. Donc c'est en fonction, déjà à partir de l'alimentation commence déjà, l'alimentation d'un enfant commence déjà à partir de la grossesse. 2e mois de grossesse, la manière dont vous mangez. À la sortie de l'enfant, la manière dont vous mangez. Et cette histoire de charger les mamans en bouillie ou en chose pour pouvoir sortir le lait, c'est des histoires. Il faut manger juste et équilibré. Il faut qu'il y ait glucides, protéines, lipides et un peu de vitamines. C'est un peu ça. D'accord. Et donc, du coup, pendant la période de la diversification, l'enfant doit avoir, comme elle a dit tout à l'heure, des céréales et un peu de protéines. Et l'enfant doit aussi avoir des fruits pour avoir de la vitamine. Et puis, l'enfant doit avoir aussi un peu de lait pour avoir un peu de lait, c'est-à-dire que trouver toujours du lait 2e âge ou bien lui faire son petit yaourt. Yaourt nature que vous pouvez agrémenter avec même un jus de fruits ou avec des fruits pour qu'ils puissent en fait pouvoir là. C'est parce qu'en fait on parle. Le principe de l'alimentation c'est simple. C'est parti d'une alimentation liquide qui est le lait, progressivement
arriver à une alimentation un peu plus solide. Donc, il faut toujours passer par le semi-liquide. Vous avez liquide, le lait, semi-liquide, la bouillie et tout ce qui tourne autour. Et puis après, progressivement, à partir du 8e, 9e mois, on commence par rentrer dans le plat de la famille. Rentrer dans le plat de la famille. Madame Boni, quand est-ce qu'on commence par donner des aliments solides aux enfants? Voilà. À partir de 8 mois, nous avons dit la bouillie épaisse. Et en même temps, il faut commencer par introduire aussi des purées. Les purées à partir de 8 mois. Purée de patates, d'igname, de manioc, de pommes de terre. De pommes de terre, voilà. De carottes peut-être. Voilà. Et il faut toujours enrichir avec des protéines et donner du fruit. Et maintenant, à partir de 8 mois... Est-ce qu'il y a des fruits qu'on ne donne pas aux enfants à cet âge-là? Oh bon, nous, en nutrition, je dirais non, hein, mais il y a des fruits qui sont tellement prononcés, il faut éviter. Il faut éviter également pour les légumes aussi, très prononcés, il faut éviter parce que l'enfant va refuser et c'est ce qui est normal. Sinon, les fruits, on peut donner banane, on peut donner papaye, orange, mangue. Oui, mais la banane est un peu dure. Est-ce que cet âge-là, l'enfant pourra... En fait, le gros problème, en fait, on peut donner tous les fruits. Mais en fait, il y a un piège pour les fruits. Il y a 3 fruits, en fait, qui constipent. Parce que, vous avez vu, on est dans un tube digestif qui est en train d'essayer de se former, qui est en train d'essayer de s'adapter. Si vous le constipez, en fait, tout de suite, il va se bloquer. Donc, il y a 3 fruits qu'on demande souvent en pédiatrie de faire attention avec. C'est-à-dire, il ne faut pas en donner en quantité. La banane fruit, parce qu'il y a une différence entre la banane fruit et la banane plantain. Et la pomme, ça constipe. Et puis la goyave. Voilà, il faut éviter les jus de goyave. Souvent, on a déjà des jus de goyave tout fait. Les mamans aiment donner, mais derrière, c'est que ça va le constiper. Les pommes fruits, on en a tellement dans les feux maintenant. Elle va presser des pommes ou bien lui donner des fruits de pommes. Il va se constiper. La banane fruit également. Si vous lui donnez la banane, en fait, il faut que la banane soit bien mûre. Et que derrière, il faut toujours s'assurer en fait de bien hydrater l'enfant. Et il ne faut pas lui donner tout le temps de la banane parce que la banane a tellement bon goût que l'enfant va prendre goût à ça et va commencer par être constipé à tout moment. Voilà. Il y a une polémique autour du sucre et du sel. Quand est-ce qu'on ajoute le sucre ou le sel aux aliments? Bon, je dirais polémique, bien sûr, parce qu'on en dit manger, on dit faut pas trop manger, faut pas prendre trop du sucre, du sel ni du gras, parce que c'est en toute chose nuit. Maintenant, le sucre, donner du sucre à l'enfant, moi je dirais, si c'est des céréales, les céréales déjà en eux-mêmes procurent du sucre. Maintenant, des jus de fruits là, des jus de fruits, je dirais donner du fruit nature à l'enfant et éviter ces jus de fruits. Les concepts, c'est pareil pour les purées aussi. Il y a des purées en conserve déjà préparées. Est-ce que ce sont des choses qu'on recommande pour les enfants? Bon, si la maman, elle a le temps pour faire ces purées à la maison, c'est ce qui est recommandé. Parce que tu es sûr de ce que tu donnes à ton enfant. Parce que c'est toi-même qui as préparé. Tu connais ce que tu as mis dedans. Ce que ça contient. Voilà. Oui, docteur Boton, oui. Alors, par rapport au sucre et au sel, d'abord, je vais lever qui propos. Pas de miel avant 12 mois. D'accord. Pas de miel avant 12 mois. Les championnes de lait, de miel, pour dire que ça rend intelligent là. Aucun enfant n'est intelligent avant le miel, avec le miel, parce que ça entraîne ce qu'on appelle le botulisme. Et c'est très dangereux. C'est un microbe qui se trouve dans le miel et que l'enfant avant 12 mois n'est pas capable de digérer. Et s'il rentre dans l'organisme, en fait, il bloque les neurones. Et là, c'est grave. Donc, pas de miel avant 12 mois. Pas de miel avant 12 mois. N'essayez même pas d'en donner. Pas de miel avant 12 mois. J'ai dit ça plusieurs fois. Pour le sucre, en fait, il y a plein de trucs qu'on peut prendre pour sucrer sans forcément avoir besoin de mettre du sucre. Parce que les études sont claires. Hein. On a remarqué que lorsque un enfant naît dans une famille où on donne beaucoup plus de sucre, en fait, l'enfant finit diabétique. Et lorsqu'un enfant naît dans une famille où on donne beaucoup de sel très tôt, l'enfant finit hyper tendu ou il finit et il a des problèmes de santé un peu plus tard. Donc les deux
sont en fait délétères. C'est à partir de 1 an, vous pouvez commencer progressivement par introduire, mais sincèrement, il ne faut pas mettre du sucre en quantité. Il y a plein de choses. Les jus de fruits déjà peuvent servir à sucrer. Même simplement le lait, deuxième âge, est déjà légèrement un peu sucré. On peut prendre ça même déjà pour sucrer sa bouillie. On n'a pas besoin forcément d'y rajouter du sucre. Parce que le sucre crée ce qu'on appelle une addiction. Lorsque vous mettez du sucre, quand un enfant prend plus il prend du sucre, plus il a envie de consommer du sucre, plus il a envie d'en consommer et ça augmente. Vous allez voir, les gens qui prennent du coca, vous allez voir, quand un enfant prend du coca, vous l'habituez à ça, ben, il ne va plus vouloir le laisser parce qu'en fait, il y a une très grosse quantité de sucre et ça stimule en fait une partie du cerveau où on a tout le temps envie d'en prendre. Voilà. En Afrique, on est confronté très rapidement à un problème, la malnutrition. Aujourd'hui, il y a beaucoup de campagnes qui sensibilisent les mères à aider à mieux alimenter leurs enfants. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous conseillez pour éviter qu'un enfant tombe dans la malnutrition? Voilà. Merci bien, Madame la journaliste. Et je dirais, dès la naissance, on en dit allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois. Oui. Et à partir de 6 mois, alimentation complémentaire et poursuite de l'allaitement maternel. Et la malnutrition, c'est quoi? C'est que lorsque l'enfant, déjà il y a des mamans, déjà à 2 mois, commencent à donner la nourriture à l'enfant. Et là déjà, voilà que l'organisme n'est pas encore adapté pour. Et à la longue, cet enfant-là fera la malnutrition chronique. Et la malnutrition chronique, déjà au Bénin, nous sommes déjà à 32%. Et on en dit pour diversifier. L'alimentation, il doit y avoir les catégories d'aliments. Et nous venons de citer, il y a les glucides, il y a les lipides, il y a les protéines, il y a les micronutriments. Donc, une maman qui respecte et donne une alimentation saine et équilibrée à son enfant, je pense qu'il n'y aura pas de risque de malnutrition. Merci beaucoup, Madame Boni. Docteur Boton, très rapidement, en 1 minute, pour finir, pour conclure cette émission. Pour conclure, je veux dire en fait qu'en matière de diversification, le plus important en fait, c'est d'équilibrer en fait les repas. Et à cet âge-là, en fait, il faut savoir qu'entre 0 et 5 ans, l'enfant a besoin beaucoup plus de protéines que d'autres choses. Il faut savoir que dans notre culture africaine, nous avons l'habitude de manger beaucoup plus de glucides que de protéines. Quand vous demandez à un Africain, qu'est-ce que tu as mangé? Il va jamais te dire le poisson qui a dedans ou bien la viande qui a dedans. La pâte il va plutôt te dire j'ai mangé la pâte de riz. Voilà. Merci, et donc docteur. du coup, c'est beaucoup de protéines. Donc moi je dis par exemple, j'ai l'habitude de dire, et ça choque parfois certaines personnes, l'enfant de la vendeuse de haricots mange mieux que l'enfant du ministre. Merci beaucoup, docteur Boton. Merci également, Madame Boni, pour avoir participé à cette discussion, pour tout ce que vous nous avez donné ici comme éclaircissement. Retenez qu'un bébé ne vient pas avec une notice mode d'emploi. Prenez du plaisir à connaître votre bébé et vous pouvez lui donner le meilleur, même avec pas grand moyen. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez désormais nous laisser des messages en rapport avec vos préoccupations sur la page Facebook de Tous Concernés. En un seul mot, prenez soin de vous. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir.